Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Valentina Clemente en direct depuis Pérouse et je suis accompagnée par Cédric Canal qui est à Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Et on s'installe dans la métropole lombarde aujourd'hui pour parler de football féminin. En 2018, l'AC Milan et l'Inter ont repris un club, respectivement Brescia et l'Inter Milano, pour avoir leur propre section féminine. Car si des équipes rossonere et nerazzurre existaient, ils n'étaient pas rattachés seulement au club. On va s'intéresser à ce développement avec deux joueuses professionnelles et internationales. Le 18 octobre, au lendemain du derby de Milan masculin, remporté par l'AC Milan 2-1, l'équipe féminine s'est, elle, imposée 4-1. Et bien, on va un petit peu refaire ce derby aujourd'hui avec un alliage italo-français en défense, la milaniste Giorgia Spinelli et l'interiste Giulia De Bever. Et on commence avec Giorgia Spinelli, défenseur central italienne qui a rejoint l'AC Milan cet été après 3 saisons en France, à Reims. Bonjour Giorgia. Bonjour à tous. Et bienvenue Georgia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc marqué le but de la victoire samedi dernier à Florence. Et vous avez été élue joueuse du match. Un succès 1-0 important contre une équipe habituée à jouer le titre. Après 2 troisième places, l'AC Milan vise ouvertement le top 2 et la Ligue des Champions cette saison. Oui, c'est sûr qu'on a l'ambition de gagner un trophée et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Du coup, on va tout faire pour atteindre nos objectifs. Comment se passe votre intégration à l'AC Milan? Vous êtes titulaire et depuis 2 matchs au sein de la défense à 3. Je vais dire que pour l'instant, je suis sur une bonne dynamique. J'espère continuer cela. Après, il faut toujours être prête et se donner au 100% pour gagner sa place. Alors vous êtes donc nouvelle à l'AC Milan. Lorsqu'on regarde votre parcours de football, vous semblez très lié à votre Lombardie natale, puisqu'il y a eu l'Atalanta, il y a eu ensuite Mozzanica, vous avez découvert la Serie A, il y a eu également 2 saisons à l'Inter Milan. Donc là, c'est pour à l'AC Milan. Oui, c'est sûr que j'aime bien rester à côté de ma famille et c'est pour ça aussi que quand j'ai décidé de rentrer en Italie de la France, je voulais choisir un club aussi à côté et quand j'ai eu la possibilité de signer à l'AC Milan, je n'ai pas hésité. Mais c'est vrai aussi que dans mon parcours, j'ai toujours été dans des équipes en Lombardie. Et comment justement se passe le parcours d'une jeune fille qui souhaite devenir joueuse professionnelle en Italie, vu que c'est pas évident, on peut dire qu'il y a un bon développement ces dernières années. Oui, c'est pas évident, mais moi personnellement, j'ai commencé avec les garçons jusqu'à l'âge de 12 ans et après, je me suis transférée à l'Atalanta. Et à partir de là, après, ça commence à arriver des demandes pour changer d'équipe et tout. Et moi, c'était le cas de Mozzanica. Et après, on va dire que quand tu commences à grandir, c'est aussi à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment partir et t'éloigner aussi de ta famille, tenter de faire une expérience à l'étranger ou rester dans le coin, on va dire. Du coup, ça, après, je pense que c'est des choix personnels qui c'est différent d'une fille à l'autre. Alors vous avez découvert la Serie A jeune, vous aviez 17-18 ans, je crois, lorsque vous avez joué vos premiers matchs de Serie A avec Mozzanica. Oui, après mon début, on va dire que c'était avec Atalanta aussi, que moi j'étais dans les jeunes et ils avaient besoin dans la première équipe et du coup j'avais fait un match et c'est là que j'avais fait mon début. Et sinon, le premier championnat en Serie A, c'était avec Mozzanica. C'est un club qui a disparu d'ailleurs en 2019 suite à la fin de sa collaboration avec l'Atalanta. Et on a l'impression, peut-être qu'en Italie, c'est en train de se professionnaliser avec des gros clubs. Il y a la Juve en 2017 qui est arrivée, et donc l'Inter et l'AC Milan en 2018 avec des structures assez fortes. On a l'impression que c'est un petit peu comme en France, non, où il y a Lyon qui ont été rejoints par Paris, par Bordeaux, qui est une vraie professionnalisation en cours en Italie. Oui, c'est ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a de plus en plus les gros clubs qui s'engagent dans les foot féminins et donc ça va nous aider vraiment pour progresser et rejoindre les autres niveaux des autres championnats. En 2017, vous avez décidé d'aller à Reims, une des 2 françaises, pour devenir professionnelle. 3 saisons, une montée en D1 en 2019, des brassards des capitaines. Que gardez-vous de cette aventure?
Bah, je pense que j'ai passé 3 saisons spéciales. C'était vraiment intéressant pour moi de voir le foot féminin à l'étranger. Et quand j'ai décidé, je savais qu'on avait l'objectif de monter en D1. Et après 2 saisons, on a réussi. En plus, avec le brassard de capitaine, c'était vraiment quelque chose de magnifique. En plus, pour moi, c'était la première fois. Et autant qu'étrangère, c'est pas évident non plus. Mais je suis contente d'avoir fait cette expérience-là et je remercie toujours le club de m'avoir accordé cette confiance. Et c'est grâce à eux, je pense aussi, si aujourd'hui j'ai pu signer à l'AC Milan. La France est première au ranking UEFA des clubs. Quels sont les différences entre les championnats français et italiens, les niveaux, la tactique, la médiatisation? Ben, je pense que ça, c'est compliqué à dire parce que je pense que ça dépend aussi de l'adversaire contre qui on joue. Il y a quand même des gros clubs en France comme Lyon et Paris et je pense que quand on joue contre des clubs comme ça, c'est assez compliqué. C'est un peu des matchs différents par rapport aux autres. Chose que ben, j'ai vu qu'en Italie, c'est pas la même chose. En fait, c'est un championnat où il y a plusieurs équipes qui peuvent mettre en difficulté les autres. Après, au niveau du plan technique et physique, je pense qu'en France, ça reste encore un peu plus physique. Il y a quand même un peu plus d'intensité, mais je pense qu'on va y arriver aussi en Italie. Alors, votre aventure en France s'est terminée de façon un petit peu particulière puisque le championnat n'a pas été à son terme. Et donc, vous êtes revenu en Lombardie dès le mois de mars. Vous avez décidé de rentrer auprès de vos proches alors que la pandémie de Covid était particulièrement violente en Lombardie, dans la province de Bergame. Et début avril, vous avez écrit une lettre assez émouvante pour témoigner alors que vous aviez été touché par le Covid et que vous souffriez de symptômes assez rudes. Alors que nous vivons actuellement une deuxième vague, on sent vraiment que des témoignages comme le vôtre, à ce moment-là, sont importants pour rappeler aux jeunes et pour rappeler à tout le monde de faire attention. Oui, je pense que c'est une période difficile pour tout le monde. On est en train de vivre une situation, on va dire, un peu critique partout. Du coup, oui, il faut faire attention et tout parce que ben, c'est un virus qui peut prendre tout le monde. Du coup, ben, il faut être attentif et j'espère que bientôt on pourra déclarer la fin de tout ça et recommencer à vivre normalement. Ça a compté pour vous dans votre choix de revenir à l'AC Milan, peut-être, ce qui s'est passé ces derniers mois, en tout cas de revenir en Lombardie? Non, c'est une choix que j'avais déjà dans ma tête depuis plusieurs mois. J'avais déjà envie de rentrer en Italie l'année dernière. Après, je voulais essayer de découvrir la D1 et après la montée, du coup, j'ai choisi de rester encore une saison à Reims. Et après, j'avais déjà dit à ma coach qu'une fois terminée la saison, j'aurais préféré rentrer en Italie. J'étais nationale en 2016-17 avec une première sélection au Brésil en décembre 2016. Est-ce que c'est un objectif, peut-être une raison de votre retour en Italie, la nationale? Je pense qu'après ça, c'est un peu difficile. Ça dépend de la coach principalement et tout. Mais c'est vrai que jouer en Italie, ça peut l'aider aussi parce qu'elle peut regarder tous les matchs, chose qui à l'étranger est un peu plus différent. Il y a toujours les vidéos, mais c'est pas la même chose. Du coup, on va dire que ben, ça reste un objectif à rejoindre cette saison et on verra bien les choix de la coach. Vous appartenez aussi d'ailleurs à la Squadra Diaspora de Paolo Del Vecchio, que l'on salue, puisque c'est aussi en partie grâce à lui que vous êtes avec nous, puisqu'il a servi d'intermédiaire pour vous contacter. C'est une équipe qui rassemble les Italiens de nationalité et d'origine à travers le monde. Est-ce que cette aventure en France vous a encore plus ouvert justement à vos origines et au monde en général? Oui, sûrement, ça m'a aidé. J'ai connu aussi Paolo après un match, il m'a donné le maillot. C'était beau en fait de voir que aussi, ben, même en France et tout, il y a quand même des Italiens, on va dire, qui font ça et c'était très intéressant. Est-ce que dans l'Est de la France, vous avez justement senti une communauté italienne, parce qu'elle est assez importante? Moi, j'avais plusieurs amis sur Reims. Après, j'avais pas trop la possibilité de me déplacer parce qu'avec le foot, c'était quand même compliqué. Mais je peux dire qu'à Reims, il y en avait quand même beaucoup. Et du coup, c'est grâce à eux aussi que bah, j'arrivais quand même à sortir et à parler italien quelquefois. Vous parlez très bien français. Vous parliez français avant d'arriver à Reims ou vous l'avez appris très rapidement? J'avais étudié à l'école, mais c'était seulement ça.
Et du coup, ben, j'avais vu une base quand je suis arrivée en France et après, ben, j'avais pas le choix car personne parlait italien dans l'équipe. Et du coup, c'était anglais et français. Après, ben, j'ai appris beaucoup. En plus, quand elle m'a donné le brassard de capitaine, j'avais vraiment pas le choix car c'était moi qui devais parler. Du coup, ben, je me suis mis en fond pour l'apprendre le plus vite possible. Félicitations, vraiment. Merci. Et on accueille une autre défenseur internationale évoluant en Serie A féminine, mais elle est française et interiste. Julie Debever, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bien arrivé, Julie. Merci Oui, bien d'avoir arrivé. accepté notre invitation aussi. Bon, merci à vous, avec plaisir. Et avant de remercier Georgia, juste peut-être une petite question en commun sur les structures. L'Inter joue à Varese au Stadio Chinetti et le Milan au centre sportif Vismara, après avoir joué la saison passée à Monza. Alors il y a le stade Brera dans le parc Sempione à Milan qui a été rénové, qui a été inauguré il y a quelques semaines et qui pourrait accueillir les matchs des deux équipes et devenir un petit peu le San Siro féminin. Est-ce que c'est un espoir comme ça d'avoir un lieu de vie commun? Je prends le relais Oui. ou Julie, vas-y. l'espoir, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. C'est toujours difficile d'avoir un terrain commun avec deux équipes très diverses, surtout qu'on joue quand même, on est considéré comme le derby aussi, donc je trouve que c'est un peu complexe. Non, j'imagine que c'est quand même mieux d'avoir chacun son terrain, qu'on puisse avoir tout simplement les deux équipes, chacune notre identité. Georgia? C'est vrai, je pense aussi la même chose. Je pense que vu que, bah, comme elle a dit Julie, il y a quand même le derby, bah, c'est mieux chacune d'un côté. On va remercier Georgia pour ce moment ensemble et on espère de te revoir d'ici à peut-être à la fin d'année, à faire un bilan de cette première saison en Italie. Salut Julie. À bientôt sur les terrains. À bientôt. Bon courage avec ton équipe. Merci, toi aussi. Merci, c'est gentil. Julie a fait un parcours en France, à Hénin-Beaumont, Juvisy, Saint-Étienne, puis 4 saisons à Guingamp. Vous avez rejoint l'Inter Milan, juste promu en Serie A lors de l'été 2019. Ouais. Ça semblait un grand saut dans l'inconnu à l'époque, non? Puisque l'Inter, c'est un grand nom du foot. Bien sûr, qui a remporté 3 Ligues des Champions, 18 titres de champion d'Italie. Mais la structure féminine est jeune, puisqu'elle a été créée en 2018 et l'équipe était alors tout juste promue en Serie A. C'était une volonté, hein. J'avais, en plus, à l'époque, je sortais de la Coupe du Monde, donc je pense que j'avais un meilleur billet de sortie aussi, parce que voilà, je venais de vivre une expérience extraordinaire. J'avais une volonté de vivre une expérience à l'étranger. Quand l'Inter de Milan m'a appelé, j'ai tout de suite accroché parce que je suis allée visiter les infrastructures et puis j'ai pensé bien évidemment à l'identité Inter de Milan qui n'est inconnue pour personne, on ne va pas se le cacher. C'est une belle équipe avec beaucoup de structures mises en place. Alors effectivement, on était promus en Serie A, mais les projets, en tout cas footballistiques, que le club m'ont proposé étaient très intéressants. J'ai tout de suite été conquise. Je voulais vraiment grandir avec cette équipe. Et aujourd'hui, c'est chose faite, même si voilà, on vit tous une période un peu difficile qui fait que ça met un peu en stand-by, on va dire, les objectifs de part et d'autre. Mais c'est une belle expérience, je ne regrette absolument pas. Et je suis contente d'avoir fait ce choix-là. C'est une expérience enrichissante. Et vous avez marqué les premiers buts de l'histoire de l'Inter en Serie A en septembre 2019 contre l'Hellas Verona. Une fierté que votre nom soit à tout jamais dans l'histoire. Oui, j'en ai pas pris conscience tout de suite en fait. Je pense que c'est quand les médias l'ont mis en lumière, je me suis dit ah ouais quand même, c'est pas mal. À la base, j'étais juste contente de marquer pour mon équipe, pour moi-même. C'est vrai que maintenant de rentrer dans l'histoire de l'Inter de Milan, pour avoir marqué ce premier but en Serie A, c'est une satisfaction personnelle. C'est une belle fierté, vraiment une belle fierté et j'en suis très contente. Vous parliez tout à l'heure d'avoir visité les installations. Alors, l'équipe féminine est intégrée au reste du club, et bien sûr à Piano Gentile, au siège de l'Inter. Et le club semble mettre vraiment des moyens pour bien développer cette structure. On le voit à chaque mercato avec des renforts au niveau international. C'est vraiment le cas. Il y a une belle volonté de la part du club de faire grandir cette équipe en termes de talent, de qualité, en termes d'homogénéité au niveau de la qualité. Il y a vraiment de vrais objectifs. En plus, on s'entraîne vraiment dans des structures superbes. On est un centre de formation, on a une salle de muscu à disposition avec un staff compétent. Franchement, en tout cas, on part sur une très bonne base pour aller toucher l'élite dans les années à venir.
Et pour revenir un peu à l'ère derby, votre capitaine, Regina Baresi, et son nom de famille fait partie de l'histoire du foot milanais. Fille de Giuseppe et nièce de Franco, sa parentèle a-t-il un impact au quotidien dans votre équipe de partager cette sensation avec vous, surtout pour, je veux dire, quelqu'un qui vient de l'étranger, peut-être ne connaît pas forcément la question du derby milanais? J'ai pris conscience du derby d'autant plus en Italie, la première fois qu'on l'a joué l'année dernière. C'était vraiment incroyable, ne serait-ce que l'engouement des spectateurs, du public. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pas connu ça en France. Il y avait beaucoup de monde. À l'époque, il n'y avait pas encore cette crise sanitaire. Et il y avait beaucoup d'engouement. C'était vraiment exceptionnel. Et j'imagine que oui, Regina Baresi, ça m'était un petit peu plus inconnu à l'époque quand je suis arrivée en Italie parce que je suis française. Mais je connais très bien son histoire maintenant. Et c'est sûr que de côtoyer le nom Baresi au quotidien, c'est pas quelque chose de courant. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec une Baresi à l'Inter de Milan. Voilà, c'est plutôt ça, c'est juste parce que vraiment, c'est que ça veut dire sa famille pour le foot milanais. C'est important, je pense aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la transition, surtout pour le foot féminin, que c'est quelque chose encore un peu en devenir en Italie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. J'imagine que ouais, ça doit être quelque chose de grandiose pour Regina quand elle joue certains derbys. Ça l'est déjà pour nous. Mais je pense qu'elle, au vu du nom qu'elle porte déjà et de son tonton, de son papa qui ont été de grands joueurs, ça doit encore avoir une saveur plus particulière. On vous a aussi vu à ses côtés, aux côtés d'autres joueuses, pour donner un rosseau à la violenza il y a quelques semaines sur une campagne faite par l'Inter. C'est important aussi d'être présente en dehors du terrain comme ça pour faire passer des messages, notamment des messages comme celui-ci contre la violence Oui, faite bien aux femmes. sûr. Évidemment, au-delà d'être des joueuses de football, on est aussi des femmes. Et je pense que c'est bien aussi de sensibiliser les gens encore sur des sujets aussi sensibles. Donc moi, je suis très contente de pouvoir mettre en avant encore certains sujets sensibles avec des coéquipières de mon équipe. Et je trouve ça très important même. Alors, revenons au terrain. Cette saison, le début de championnat était un petit peu difficile pour l'Inter. Il y avait eu 2 grosses défaites. Depuis, ça va mieux. Il y a eu notamment 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Quelles sont les ambitions de l'Inter cette saison? De gagner le plus de matchs possible. On ne s'est pas fixé d'objectif de Champions League parce que voilà, on préfère y aller petit à petit et se refixer des objectifs peut-être à l'intersaison. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe plutôt bien, malgré cette situation difficile. Mais voilà, d'être peut-être à la place la plus haute qu'on puisse se trouver et voir les prochaines ambitions. Mais c'est sûr que pour l'Inter de Milan, je pense que l'objectif, c'est quand même de jouer un jour la Champions League. Alors, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine. Donc, voilà, c'est de se hisser au meilleur niveau. Justement, mettre à point ces dernières années, tous les défenseurs français que j'ai eu l'opportunité d'interviewer m'ont dit que durant leur passage en Italie, ils ont beaucoup appris. Un passage un peu comme du lycée à l'université du foot, surtout au niveau tactique. Est-ce qu'on aperçoit la même chose dans les foot féminins? Oui, c'est la même chose. Moi, je sors clairement de ma zone de confort en venant en Italie parce que j'ai maintenant 32 ans et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais on ne peut pas enlever à l'Italie la rigueur défensive et la rigueur tout court, tactiquement. C'est encore des choses que j'apprends. C'est pas ma zone de confort, mais je suis venue ici pour ça, pour connaître aussi mes qualités d'adaptation. C'était encore un nouveau challenge pour moi et je suis contente de l'avoir fait parce que même à mon âge, j'apprends encore beaucoup de choses. Il y a divers changements. C'est une autre culture footballistique. Il y a quelque chose qui vous a touché le plus, je ne sais pas, dans un entraînement, un premier entraînement, un truc qui vous a cloché et regardant, en écoutant des directions? Ce qui m'épate le plus, c'est peut-être d'autant plus que je suis un défenseur, c'est cette rigueur défensive, cette manière d'être toujours en zone presse, chose qu'on ne fait pas forcément en France. C'est une culture très rigoureuse. Moi, je ne suis pas habituée, mais je m'adapte et ouais, c'est quelque chose qui m'a permis d'ouvrir mon champ de capacité, on va dire. Donc, si j'avais quelque chose à dire, ce serait plus la rigueur tactique et notamment défensive. Concernant la différence entre les championnats français, que vous avez bien connus, et l'italien que vous fréquentez depuis 1 an et demi, Giorgia Spinelli nous disait peut-être qu'en Italie, c'est plus homogène, puisqu'en France, il y a notamment Lyon, voire le PSG, qui sont vraiment des très grosses équipes, et on le voit sur la scène européenne. Vous êtes d'accord avec son ressenti et quel est le vôtre?
Plutôt oui, parce qu'il n'y a jamais de match facile, mais je pense qu'on est plus susceptible à accrocher des équipes élites, mais on peut se faire aussi approcher par des équipes qui jouent un petit peu plus le bas de tableau et qui ont du mal à se hisser un peu plus haut. Ouais, c'est un groupe plus homogène. Il y a de la qualité un peu partout. Et puis, comme je vous le disais, ce qui est difficile, c'est difficile de jouer en Italie parce que les équipes sont très accrocheuses. C'est pas toujours l'équipe qui domine qui gagne ou les meilleurs tout simplement qui gagnent. C'est tellement agressif, c'est tellement déterminé, c'est tellement rigoureux que je pense qu'un match n'est jamais joué d'avance. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que ça met un petit peu d'excitation au score. Et puis, ça nous permet aussi d'être d'autant plus concentrés avant chaque match. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais on doit se concentrer de la même manière contre la Juventus que contre Bari, par exemple. Et au niveau de la structuration du championnat et des équipes, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous êtes à l'Inter, qui est une grosse structure, mais pour l'ensemble entre la France et l'Italie? Après, je ne suis pas de l'intérieur, ce qui se passe dans d'autres clubs. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois quand je vais jouer sur les terrains adverses. Ça dépend dans quel club on va. Alors, il y a des clubs qui ont de meilleurs moyens, je pense. Il y a des clubs pour qui je trouve que les terrains... moi, j'aime pas jouer sur un synthétique. On joue plus souvent sur un synthétique en Italie qu'en France. Après, ça se fait peut-être comme ça. Dans l'ensemble, c'est quand même des bonnes structures, vraiment. Nous, on est dans une bonne structure parce qu'on est peut-être l'Inter aussi. Mais j'imagine que d'autres clubs mettent aussi beaucoup de moyens pour promouvoir le football féminin et qu'on puisse le développer au mieux, tout simplement. En tout cas, je trouve que le football en Italie a pris un bel essor. Et j'imagine que c'est aussi grâce à leur parcours en Coupe du Monde qui nous a tous un peu étonnés. Je trouve qu'il y a une belle envolée du football italien et on le voit d'ailleurs à tous ces recrutements de filles étrangères qui viennent facilement s'exiler en Italie. Donc, vous êtes en Italie, vous êtes à Milan. Alors, comment se passe la vie à Milan depuis 1 an et demi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une autre dimension, sans dénigrer les coins où je suis allée en France, comme à Guingamp. C'est vraiment une autre dimension. Alors moi, déjà, j'adore faire du shopping, donc je suis vraiment tombée au bon endroit. Et même historiquement, et les monuments, c'est vraiment énorme. J'ai pas d'autres mots. C'est vrai que j'ai pas eu encore énormément de temps pour visiter. J'ai visité bien sûr bien des coins, mais j'aurais aimé aller avec certaines amies qui me fassent visiter un petit peu plus les coins qui appartiennent proches de Milan et qui sont à voir. Mais ne serait-ce que la place de Duomo, quand je suis allée plusieurs fois, c'est juste, c'est une autre dimension, vraiment. J'ai pas d'autres mots. Moi, j'adore. J'ai l'impression de redécouvrir quelque chose et je me suis très bien imprégnée de la ville de Milan et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, les gens sont très accueillants. Moi, je suis nordiste en plus, donc je suis habituée aux gens qui sont accueillants, qui sont avenants et j'ai vraiment pas eu de difficulté à m'insérer malgré la barrière de la langue. Les gens sont très aidants. J'ai beaucoup apprécié. J'avais l'impression de ne pas être dépaysée, tout simplement. Donc non, je m'y sens bien. J'apprends tout doucement la langue, mais franchement, j'ai aucune difficulté. L'Italie, elle est grande, il faut tout découvrir. Voilà. Oui, c'est sûr. Vous comptez 3 sélections en équipe de France entre 2018 et 2019 et vous étiez dans les groupes lors de la Coupe du Monde 2019. Un souvenir incroyable de vivre un tel tournoi à la maison. Je pense que c'est juste l'aboutissement, l'accomplissement de tant d'efforts de toute une vie, tout simplement. Parce que moi, j'ai tendance à dire que je suis une joueuse beaucoup plus bosseuse que talentueuse. Alors, il faut forcément du talent pour arriver à ce niveau-là. C'est pas ce que je mets en doute. Mais je suis une bosseuse. J'ai beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif-là. Et ne serait-ce que d'avoir participé à la Coupe du Monde de football en France, chez moi, c'est juste l'accomplissement d'un rêve. Avec tout l'engouement que j'ai pu connaître de cette Coupe du Monde, avec cette 12e femme, parce que moi je l'appelle comme telle, qui est le public, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et aujourd'hui, je pense que je ne peux pas vivre mieux. Je ne dirais pas que j'ai atteint tous mes objectifs. Je me fixe d'autres challenges, mais j'ai touché du doigt tout ce que je voulais, tout ce que je rêvais depuis toute petite. Et franchement, il n'y a pas mieux et j'ai déjà réalisé mon rêve. Donc, je ne vais pas arrêter demain. Je n'ai pas décidé d'arrêter ma carrière, mais en tout cas, j'ai été là où je voulais aller. Peut-être essayer de revenir en sélection avec la France qui est qualifiée pour l'Euro de 2022. Je ne vais pas vous mentir que si demain la sélectionneur m'appelle, j'y vais en courant, effectivement. Mais après, je pense qu'il faut un minimum rester lucide et réaliste dans le sens où l'avenir de l'équipe de France, c'est les jeunes. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Quand j'ai fait la Coupe du Monde, j'étais 4e défenseur. Je ne jouais déjà pas.
J'ai vécu une belle expérience, mais aujourd'hui, il faut laisser la place aux jeunes. Il y a une belle génération qui se prépare. En 2022, je suis sûre que la France fera un beau parcours. Si demain, Corinne Diacre m'appelle, j'y vais en courant, mais c'est tout à fait normal de laisser la chance aux jeunes qui sont l'avenir de l'équipe de France. Et c'est juste aussi de rêver un peu, de mettre une dernière signature peut-être. C'est juste parce qu'on a besoin de rêves en ces moments, vu les moments difficiles, on a tous besoin de rêver un peu plus. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais de prendre conscience déjà que d'être en bonne santé, que la famille aussi soit en bonne santé, je pense que c'est déjà une bonne chose. De ne pas négliger aussi les choses du quotidien, parce que c'est vrai qu'on vit une situation difficile et il y a des gens qui meurent chaque jour, malgré tout. Et je pense que s'estimer d'être en bonne santé, c'est déjà une belle chose. Tout à fait. Vous étiez encore à Milan lorsqu'il y a eu le début vraiment de l'épidémie importante du Covid. Comment vous avez vécu cette période et ces semaines à Milan avant de rentrer en France auprès aux proches? Alors, j'ai eu cette chance d'avoir eu un week-end de 4 jours à ce moment-là et je suis partie en France. Et en fait, le confinement est tombé à ce moment-là. Donc, du coup, je n'ai pas vécu le confinement à Milan. Et fort heureusement, parce que j'ai un appartement de 40 mètres carrés et je pense que ça aurait été difficile. Donc, je l'ai vécu en famille avec ma sœur. Et je l'ai pas mal vécu. Ce qui est dur, c'est d'être privé un peu de liberté, de ne pas vivre normalement comme tout le monde et surtout de se sentir un petit peu à force désocialisé, parce que c'est vraiment le cas. Mais j'ai vécu d'autres moments que j'ai pas l'habitude de vivre parce que j'ai pas le temps. J'ai vécu des moments avec ma mère et ma sœur, entre filles, qu'on peut pas vivre au quotidien parce que moi je suis loin et parce que voilà, chacun a sa routine aussi professionnelle. On a regardé des séries ensemble, on a fait des séances de sport ensemble et je l'ai vraiment pas mal vécu. J'ai redécouvert d'autres choses en famille. J'ai passé du temps avec les enfants de ma sœur aussi. Non, ça a été dur de devoir s'entraîner individuellement pendant tant de temps parce que c'est pas la même chose que de jouer au foot. Et le retour après la pratique est difficile. Je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis un peu blessée, même si je m'entraînais tous les jours. Mais à côté de ça, voilà, on est un peu tous dans le même bateau et voilà, la santé, c'est prioritaire. Et, Je pense que l'effet des blessures, c'est quelque chose qu'on a vu souvent cet été. Il y a pas mal de joueurs qui se sont blessés en continu et c'est quelque chose que je pense encore, on va s'amener pour un peu parce que c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Revenir tout seul, revenir dans les groupes, je pense que les corps, ils ont vécu une sorte de choc. C'est ça. Similaire à la tête parce que malgré tout, être un peu privé de liberté, ne pas pouvoir vivre normalement. Je pense que psychologiquement, il y a une certaine fatigue qui s'installe et qui forcément s'installe aussi physiquement. Parce que moi, malgré tout, je m'entraînais tous les jours. Je me laissais qu'un jour de repos, c'était le dimanche. Et je pense qu'à la fin, c'était usant tout simplement de devoir suivre des programmes et de devoir s'entraîner. On n'était pas spécialement en vacances, c'est faux. Et puis après, c'est un rythme différent aussi quand on reprend la pratique et qu'on repart sur une prépa physique alors qu'on a l'impression de ne pas s'être arrêté. Je pense que le corps, il a ses limites comme tout. Et puis voilà, c'est aussi un exutoire. Donc à un moment donné, on revient à une vie à peu près normale, j'ai envie de dire. Toute la pression qui se relâche et c'est là aussi que les blessures arrivent et qu'il faut aussi être peut-être un peu plus concentré et conscient des changements. Plus conscient aussi de son écoute corporelle parce que voilà, je pense qu'on a ses limites comme partout et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu de telles blessures. Notre outil de travail, c'est notre corps, donc on se risque forcément au quotidien à se blesser et ça fait partie de notre quotidien de footballeuse. Et depuis la reprise, c'est adapté, donc pas de public et puis des tests très réguliers. C'est aussi une pratique un petit peu différente du football au quotidien. Ouais, par contre, on est très très bien suivi, on est très très bien pris en charge. On a énormément de tests, mais ça c'est tout à fait normal si on veut continuer tout au moins à s'entraîner ensemble et puis à avoir des matchs aussi contre d'autres équipes. Donc oui, effectivement, ça change le quotidien. Oui, effectivement, c'est pas naturel, mais ça nous permet de faire ce qu'on aime le plus au monde, notre travail. Et je pense que ça n'a pas de prix. Donc mis à part le fait d'avoir un nez un peu plus gros que d'habitude, je pense qu'on n'a pas de réel changement. Donc, non, on se contente facilement de ça parce que voilà, on aime le foot et qu'on a envie de jouer et de pratiquer notre métier, tout simplement. Mais dans des règles sanitaires, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes joueuse professionnelle, mais vous avez aussi une formation d'éducatrice spécialisée. Est-ce que ça a été vraiment un choix, en pensant aussi à l'après-carrière, peut-être, cette voie-là? Oui, c'était un choix. Je fais partie des gens qui savent tout simplement que le foot n'est pas éternel et que voilà, moi, après ma carrière, j'ai envie de me lever chaque matin pour un métier que j'ai choisi. Ça, c'est ma volonté. Ça n'a pas été simple. J'ai été chercher une formation, j'en suis sortie à 27 ans. Pour être très franche, avant, je voulais être entraîneur, mais il y avait beaucoup trop de contrats précaires et j'ai pris à ma charge
un public de déficients intellectuels et c'est ce qui m'a donné cette volonté de me réorienter vers l'éducation spécialisée. Et du coup, j'ai passé mon concours et j'ai été au bout tout simplement avec l'obtention du diplôme. Donc oui, c'était une réelle volonté parce que voilà, déjà j'aime cette relation d'aide et j'aime le côté social. Et aujourd'hui, je pense aussi à mon après-carrière parce que voilà, j'ai 32 ans et j'ai vécu un rêve, mais j'ai toujours envie de vivre un rêve après. C'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille aussi sur un autre projet qui est un projet de santé, nutrition, sport, bien-être avec un partenaire suisse. D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet, qui n'hésitent pas à me contacter, qui ont l'âme de quelqu'un qui a envie d'inspirer les gens à manger sainement. C'est ma volonté, je vis un nouveau rêve parce que je suis vraiment ancrée dedans et j'ai l'impression de ne pas être très très loin du sport. Donc, c'est une continuation en quelque sorte, surtout après justement ce dont on parlait du fait des changements dus à toute la situation sanitaire. Je pense que ça a aussi un impact. Ouais, c'est exactement ça parce que le partenaire avec qui je travaille, on est vraiment sur des choses très simples, un concept de vie très simple et très sain surtout, qui s'adapte à tout public. Et moi, j'ai eu des informations beaucoup trop tard sur la nutrition. Et aujourd'hui, je trouve que ma volonté, c'est peut-être donner des informations plus tôt à d'autres pour leur permettre peut-être déjà de mieux récupérer et que ce soit un facteur de performance parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Être en forme et être en santé, c'est deux choses différentes. Et moi, j'ai longtemps été en forme. Je ne sais pas si j'étais en bonne santé. Aujourd'hui, je me sens en bonne santé. Mais on pense souvent que faire beaucoup de sport, c'est ce qui nous permet d'être en forme. Alors effectivement, ça participe à notre santé. Mais la nutrition, c'est 80% de la performance. Et je trouve que c'est important de donner des informations très tôt. On ne les a pas à l'école. On apprend Pythagore à l'école. Ça nous sert un peu moins. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis très contente de me lancer aussi dans ce projet parce que je trouve qu'il est utile et qui peut servir à beaucoup de gens. Le Pythagore, ça vous a fait rire. C'est vrai. Non, mais c'est J'ai bien. des souvenirs d'école. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir un projet clair dans la tête, de façon de continuer et de donner un sens au présent, au passé, au futur. Tout à fait, c'est exactement ça. Une certaine continuité, un fil conducteur qui, voilà, avec une vision et un objectif bien précis. C'est dur de se lever le matin sans avoir d'objectif. C'est pas mon cas parce que c'est toujours quelque chose qui me motive, qui me passionne, qui m'anime. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de l'énergie chaque matin et de se dire, ben voilà, aujourd'hui je me lève pour ceci, pour cela. Et j'imagine que c'est un peu plus dur pour ceux qui en ont pas. Je les incite à avoir des objectifs parce que sans ça, on n'arrive à rien, honnêtement. Et puis tout simplement démotivé. Mais voilà, moi je suis comme ça, j'aime bien savoir où je vais et j'aime bien surtout me donner les moyens d'y aller. Merci Julie, c'était vraiment un moment enrichissant. D'ailleurs, des deux côtés, on a fait un beau voyage avec Georgia d'un côté et avec vous de l'autre. Vous avez amené à voyager entre France et Italie, que c'est un peu notre projet aussi. Donc, merci beaucoup et à une prochaine. Merci à vous pour votre intérêt et puis c'était aussi très enrichissant et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes. Avec plaisir et pourquoi pas lors du derby par exemple fin mars pour vous retrouver avec Georgia. Ça marche, dans ce cas-là on a un peu de temps. Ouais. On vous laisse préparer. Merci Julie et bonne fête. Merci de même, au revoir. Paolo Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto? Direi di più no, direi una vittoria come quella di stasera, oltretutto direi una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili. Comunque direi che abbiamo meritato ampiamente questo campionato del mondo. Quando ci avete creduto? Ma io direi ci abbiamo creduto e non ci abbiamo creduto. Io direi le nostre possibilità noi personalmente le conoscevamo, sapevamo che potevamo ottenere dei risultati, però non certamente di arrivare ad una finale e vincere un campionato del mondo, però direi che battendo in precedenza Brasile e Argentina. Direi a questi punti le abbiamo battute tutte, non sappiamo più che altro battere. Et avant de se quitter, on passe à un espresso spécial, Valentina. Et oui, Cédric, en réalité, on ne voulait pas faire d'espresso cette semaine parce que les rendez-vous avec nos joueuses, c'était vraiment intéressant. On voulait laisser la place, mais l'actualité, encore une fois, nous rattrape et nous emporte. C'est 2020, on semble bien être en train de voler tous nos rêves, mais on a besoin de rêver. Donc, on est là pour un petit hommage à Paolo Rossi. On n'était pas encore nés. Moi et toi, Cédric,
quand il a soulevé la Coupe du Monde en 82. Moi, j'avais encore un mois d'attente devant moi. Mais je suis née avec les foot d'adolescent et c'est peut-être bien pour ça. La mort de Paolo Rossi, de suite d'un cancer pulmonaire, arrive peu de jours après celle de Diego Armando Maradona. Et comme par hasard, la première minute de silence en son honneur, en Italie en tout cas, sera dans le nouveau stade intitulé à l'Argentin à Naples. Comme dans un fil rouge qui continue, Argentine, Italie et le football. Les histoires de foot ne sont pas tout pareilles et c'est bien pour ça que tout le monde peut trouver la sienne et sympathiser. Se sentir fait partie de quelque chose. Paolo Rossi a une carrière pas si évidente que ça. Dans sa jeunesse, il a dû lutter avec pas mal de blessures et certaines graves. Mais sa passion et sa force l'ont amené au Graal du foot, la Coupe du Monde, puis le Ballon d'Or en 82. Pas si mal pour un jeune de Provence, simple, mais concret, qui a fait des erreurs, mais qui a été compris et qui probablement a grandi grâce à ça. Il a toujours été disponible, ne s'est jamais comporté comme une star malgré son palmarès. Et quand il a su qu'il ne pouvait plus gérer, il s'est arrêté. Comme dans le cas de son possible passage à Naples, qu'il a refusé parce qu'il n'aurait pas été au niveau des attentes et des pressions d'une ville quand même hors du commun. On pourrait avoir du mal avec ces mots, mais à distance, il faut aussi l'apprécier. Il disait à la fin des années 70, « Je peux vous donner mon football, mais je sais qu'il ne serait pas suffisant et je ne suis pas la bonne personne pour accueillir tout votre amour. » Un amour qu'on a bien vu quelques années plus tard avec Maradona et qui nous raconte encore une fois comment le foot dessine les histoires et des rencontres. Mais là, on est sûr que Paul et Diego sont bien en train de s'amuser là-haut. Et un jour, peut-être, on sera tout prêt pour profiter des nouvelles magies dans l'azzurro du ciel. Ciao Pablito. Et merci Valentina pour ce joli hommage à Paolo Rossi, héros de la 3e étoile de la Squadra Azzurra lors du Mondial 82 avec 6 buts, tous inscrits, on le rappelle, lors des 3 derniers matchs. Et pour nous, c'est donc terminé pour ce 12e podcast de la saison. Vous pouvez, comme d'habitude, donner votre avis, des idées de sujets ou encore d'invités sur notre site calcioespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou encore des idées de partenariat par mail à contact.calcioespresso@gmail.com. Et vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes sur Twitter, Facebook, Instagram ou encore un chat Telegram. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les catalogues de Calcio Espresso sur notre site et les principales plateformes Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Mais aussi sur Radio Italiana Vera chaque vendredi à 18h et dimanche les matins. Ciao ciao Cédric, bonne soirée. Ciao à tous.